Salut les marques, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Et aujourd'hui, week-end spécial Arabie Saoudite, puisqu'on va analyser ensemble Crown Jewel et, petit cadeau, le SmackDown qui avait lieu juste avant le Go Home Show du Big Show en Arabie Saoudite à Riyad. Et pour m'accompagner dans cette analyse incroyable, démentielle, l'ami Giscal est avec moi. Salut Giscal. Salut Yerem, salut tout le monde, comment ça va? Bien. Alors la caravane du prince est arrivée devant les studios de Catch Up. Les dromadaires sont là, tout. Toute la délégation, la Corse, les danseuses, les cracheurs de feu, les avaleurs de sabre, tout le monde est là. Mais avant d'arriver de poser l'avion sur le tarmac à Riyad, on était à Milwaukee dans le Wisconsin pour le SmackDown, le show bleu qui allait envoyer tout ce petit beau monde un dernier coup avant de partir. Il s'est passé quelques petites choses, pas mal de promos, pas mal de face-off et notamment, évidemment, le LA Knight versus Roman Reigns qui s'annonce d'ores et déjà incroyable. Roman Reigns et LA Knight se sont donc confrontés ce soir. Ils ont échangé des mots doux. Roman Reigns qui rigole, qui finalement ne prend pas LA Knight très au sérieux. Il dit que lui, ce qu'il fait maintenant, c'est du cinéma. C'est Cinematic Universe de Roman Reigns. LA Knight, lui, dit qu'il n'est pas là pour finir quelque chose, donc finir une histoire, mais commencer quelque chose, commencer son histoire. Petit clin d'œil, évidemment, à la promo de notre ami Cody Rhodes. Donc c'était sympa, c'était plutôt bien vu. C'est une façon de se dire que moi, il est différent, lui. C'est la méga star. On en est qu'au début, finalement, de cette incroyable histoire avec LA Knight et Roman Reigns qui ça se termine en bagarre. Et LA Knight qui va réussir à botter le cul à Roman Reigns et tout ce beau monde va se retrouver tout simplement à Crown Jewel. Allez, on fait très très vite parce que on est surtout là pour parler du pay-per-view. Oui, on a des choses à dire au pay-per-view. Donc voilà, tu m'interromps si jamais tu veux rajouter des petites choses, d'accord? Mais sinon j'enchaîne. Peut-être juste sur cette promo, mais moi je trouve que, en tout cas, ça capait quand même un très beau build. J'ai trouvé ça très efficace et cette petite dernière passe d'armes qui a bien mis, comme tu l'as dit, en évidence le côté Roman Reigns qui prend pas au sérieux la flavor of the month. C'est souvent ce qui lui a été reproché à LA Knight. C'est petite étoile filante dans le ciel de la WWE. Et je trouve que depuis sur ces 3-4 semaines qu'il y a eu, ils ont bien travaillé quand même, et LA Knight a bien travaillé, il faut lui reconnaître ça pour montrer que lui, il prenait le truc au sérieux, et c'est vrai qu'on arrive à Riyad avec un LA Knight tout feu tout flamme. Alors, qu'il y a vraiment un suspense, ça je ne sais pas, mais en tout cas, ils auront fait, je trouve, vraiment jusqu'au bout le boulot pour faire en sorte que on sente que le mec, c'est pas un touriste, quoi. Et ça, c'était pas mal. Ouais, tu l'as dit, bon positionnement, bon build-up pour cette grosse affiche. Tout le monde ne sera pas à Riyad, Giscal. Kevin Owens ne sera pas à Riyad. Austin Theory ne sera pas à Riyad. Du coup, ils se sont affrontés. Ils se sont affrontés pour un petit peu s'occuper, toi. Ils s'occupent. Dans un match assez classique, Austin Theory n'a pas vraiment tenu tête aux Canadiens. Sous les commentaires de Grayson Waller. Donc une victoire assez attendue et classique de Kevin Owens qui place son stunner sur l'homme qui avait battu John Cena, WrestleMania, et pour qui c'est un petit peu la descente. C'est un petit peu la descente avec un Grayson Waller qui attend derrière au tournant pour peut-être proposer un peu plus de challenge aux Canadiens. C'est ça. Ouais, on a l'impression. Petit programme. Petit programme de bienvenue, un peu pour Kevin Owens, j'ai l'impression, qui se fade Austin Theory. Mais c'est vrai que je suis un peu comme toi. Tout ce que ça m'a inspiré, c'est que c'était plus une défaite de plus pour Austin Theory, qui est vraiment repassé au stade de jobber. Là, il n'y a pas trop de débat. Et puis même dans son association qui est sympa. Moi j'aime bien là ce qu'ils font avec Grayson Waller. Là, les deux ils sont agréablement détestables, on va dire. Mais même dans cette association, je trouve qu'il est petit à petit en train de prendre un peu le backseat là, le siège passager. Et c'est plus forcément lui qui crève l'écran. Donc petite inquiétude quand même dans la maison Austin Theory. Ouais, exactement. Tu décris bien effectivement le côté passager. Il est côté passager. Et donc, effectivement, du coup, il ne maîtrise pas, il n'est pas maître de son destin. Quand on est côté passager, on subit les choix du pilote.
Un match qui n'avait aucun intérêt, c'est Piper Niven et Chelsea Green qui affrontaient Shotzi et Charlotte Flair, et la victoire de Shotzi et Charlotte Flair dans une espèce de de first contender match. Voilà, on essaie de se positionner un petit peu dans cette division tag team féminine qui a des il y a un roster, il y a un casting, mais alors on sait pas trop où on va. On fait des équipes de brick et de broc. Charlotte, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la partenaire de luxe quoi, hein, pour cette division avec Shotzi. Et derrière en plus il y a les sorcières qui Alba Fire, la Isla Dawn, qui regardaient le match côté backstage. Bon, voilà. Ouais. Voilà. Je pense que là, tu vas pas forcément m'arrêter là du coup pour pas besoin de t'interrompre. Non, pas besoin de t'interrompre. Vas-y, c'est bon. Alors, le mec enchaîne, tout comme John Cena a enchaîné Solo Sikoa pendant 90 secondes. Hein, voilà, on a chronométré Solo Sikoa qui a parlé un petit peu. Hein, voilà, on l'entend pas. Un événement. Ouais, un petit événement. Hein. Il parle, des choses sortent de sa bouche. Mais voilà, ouais, à côté, en face de lui, on a un pro, un expert, hein, voilà. John Cena, l'homme qui enterre avec ses mots, avec sa bouche, ses adversaires. Et bon, il a roasté, comme on dit, dans le jargon du stand-up de la comédie américaine. John Cena, sur le grill. Ouais, il l'a passé, voilà, à petit feu. Hop, double face de tous les côtés, et il lui a dit grosso modo. Sikoa, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Toi, t'as dû bien écouter, toi. Ouais. Écoute, en fait, déjà, il s'est un peu moqué, en effet. Hein, ouais, Solo Sikoa, ouais, ça fait, écoute, ça faisait un moment qu'on attendait de t'entendre parler. Finalement, tout ça pour ça. Bon, il l'a un petit peu, il a un peu charré. C'était court et efficace. Alors le pauvre John Cena qui avait écoute, manifestement une grosse angine, hein, parce que il avait presque pas de voix. Et d'ailleurs, je sais plus comment il l'a dit, mais il a dit, tu vois, j'ai pas besoin de ma voix pour te. Attends, regarde ce que je vais te mettre et tout. Et donc, ouais, il lui a dit, de toute façon, si t'es là, si t'as un job, c'est juste grâce à ton cousin. Donc, comment il dit, tape your thumb, donc enroule bien ton pouce là, enfin protège bien ton pouce extra tight, hein, parce que demain tu vas le stick au fond de ton fondement, et c'est juste là où il ira. Et donc il a drop le mic, et il s'est barré comme un prince, comme il sait faire John Cena. Donc voilà, laissant un Solo Sikoa finalement aussi silencieux qu'à l'accoutumée, et un Paul Heyman complètement affolé de se dire mais comment a-t-il pu oser dire ça à la brute épaisse Solo Sikoa. Donc coup de petit clash dans lequel évidemment Solo Sikoa n'avait aucune chance, mais c'était écoute, histoire de mettre un petit soupçon de hype sur ce match quand même assez random, mais écoute, voilà, John Cena il sait faire, donc j'ai trouvé ça assez efficace. Brawling Brutes versus Pretty Deadly, vous l'avez déjà eu, vous en voulez, bah ça tombe bien, on l'a eu à nouveau. Dans un Donnybrook Rose match qu'on connaît, hein, les bagarres de bistrot, les bagarres de bar. Voilà, c'est la fermeture, tout le monde dort, du coup la baston continue, virée par le patron. Voilà, un match divertissant, comme ces deux équipes savent nous proposer. Bon, voilà, ce beau monde ne sera pas dans l'avion, mais c'est pas grave, c'est des gens qu'on aime bien retrouver en weekly. On est déjà très content de retrouver les Pretty Deadly, et les Brawling Brutes, on les aime tout autant. Donc écoute, voilà, la division tag team à SmackDown, elle s'amuse, tout simplement. Elle déconne, elle sait s'amuser, voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, pas grand chose à dire. Là aussi, ça vivote. On prépare la suite, peut-être. On sait pas. Ouais. C'est pas trop. Les Pretty Deadly ont gagné, hein, pour être tout à fait complet sur ce match. Derrière, on a eu une pesée. La pesée. Eh oui, la pesée. Qui pèse combien, hein? Tu sais, peser le gros jambon, là, à la foire, hein? À la foire du village. Ça, tu sais faire ça? Tu y es arrivé, toi? Ouais, j'adore ça. Bah là, il y avait un petit jambon et un grand jambon, hein, voilà, une petit jambon, et puis un gros jambon qui faisait leur pesée, hein, en reprenant les codes évidemment des combats de boxe, de l'UFC, etc. Ouais, c'est le truc de Logan, ça. Ouais. Logan Paul monte sur la balance, il pèse 97 kilos, voilà, quand même, pas mal, hein, beau gabarit, beau bonhomme, il est grand. Rey Mysterio, il est plus petit, mais il est quand même épais, hein, c'est un petit épais, puisqu'il pèse 79 kilos. Donc, écoute, tout de même. Pour un mec d'1m50, c'est pas mal. Beau.
Voilà, sous les yeux de Nick Aldis, hein, voilà, avec le petit face à face et puis la petite insulte de Logan Paul hein, qui met la petite tape là sur la tête et derrière Rey Mysterio qui lui met une grosse gifle. Voilà. Et puis la petite séparation. Voilà, séparation des officiels. Voilà, on a repris les codes, on s'amuse aussi. Voilà, pendant les codes des grands rendez-vous de boxe avec c'est la pesée qui dure plus longtemps que le match souvent. Donc non, c'est une façon marrante, je trouve, de surfer sur la hype un peu Logan et de faire un truc un peu différent, c'est rigolo. Et ouais, il y avait un truc qui m'avait choqué quand même sur le visuel, c'était que t'as Nick Aldis qui est quand même, ouais, je pense beaucoup plus costaud que les deux. oui. Et donc c'est vrai que visuellement ça fait un peu chelou. Oui, on va dire, ouais, c'est un des défauts d'avoir pris un mec qui est d'un mètre 95 et de 150 kilos. Le mec, c'est un dieu grec taillé dans le granit, là, mâchoire carrée, sourire bright, les petits cheveux nickel, taillé vraiment un frigo, là. Mais il est là pour l'administratif, quoi. Ah, il met à l'amende quand même une bonne partie du roster, quoi. Ouais, effectivement. Derrière, on a Bobby Lashley, Street Profits qui parle avec Bifab, hein, souvenez-vous, Bifab, voilà, donc peut-être qu'on va avoir un petit renfort féminin du côté de cette faction qui a du mal à vraiment se mettre complètement en place, mais qui a de l'ambition. Et puis derrière, on arrive rapidement à notre main event, Bayley versus Bianca Belair. Alors, main event, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce main event? Bah, je vais vous dire, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que vous me dites? C'est comme ça, hein. Est-ce que c'est moi qui fais les choses? Allez dire ça à Nick Aldis, parce que c'est pas moi qui irai lui dire, hein. Non, ça c'est sûr. Damage Control qui est banni du ring en plus, voilà, comme ça c'est Nick Aldis qui a dit, donc tout le monde est dit, bah, d'accord, monsieur Aldis. Si Aldis a dit, on écoute. Bon, Bayley qui est venu tout simplement pour jobber. Touriste. Voilà. Touriste, la jobbeuse et la victoire sur le KOD de Bianca Belair qui, elle, prendra l'avion direction l'Arabie Saoudite. Et c'est comme ça que c'est terminé par un KOD à travers la table des commentateurs. D'ailleurs, que le show se termine dans le Wisconsin. Allez, vérifiez tous vos passeports puisque nous allons en direction le royaume d'Arabie. Mon bon Giscal. Une petite... Voilà, t'avais bien kiffé. Enfin, ce show bleu a fait le boulot, quoi. A fait le boulot pour. Petit go-home show. Franchement, petit go-home show. On retient clairement, les petites étoiles. Moi, j'ai trouvé c'était la petite promo de John Cena et le face à face qu'on attendait tous là, le dernier entre Reigns et LA Knight, parce que sinon, on avait quand même beaucoup de jobs, c'était très très dispensable. Mais bon, globalement, j'ai envie de dire, le boulot était déjà fait en termes de build-up pour ce Crown Jewel, donc on pouvait s'y projeter sereinement. Oui. Ok, c'est parti, direction l'Arabie Saoudite, direction Crown Jewel, pardon. Nous sommes le 4 novembre. Il est alors 17h qu'on commence le kick-off, puisque accroche-toi, Bobo Giscal, au kick-off, il y a eu un match. Ça faisait longtemps, non, je crois. Oui, ça fait très 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 longtemps. Il y a peut-être eu un dans cette année, donc c'est peut-être le deuxième match en kick-off de cette année. C'est vrai que c'était une habitude qui avait été un petit peu perdue, mais la carte est fat. C'est pour ça. Il y a 8 matchs en tout. Tu te rends compte? 8 matchs. C'est incroyable. 8 matchs à pronostiquer. Et oui. Et les matchs à pronostiquer, on en parlera après le pay-per-view, puisque je vous donnerai les résultats du concours de pronos. Il y a eu du grabuge. Il y a toujours du grabuge. Et surtout en Arabie Saoudite. Et donc, la première surprise, c'est quand le kick-off démarre et que Sami Zayn et son adversaire JD McDonough entrent dans la salle. Le problème, la surprise, c'est que c'est une salle. C'est une petite salle avec un toit. Une petite salle avec un toit et pas beaucoup de gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne sommes pas dans un stade de 80 000 personnes, nous sommes dans une petite arène, à la MJC de Riyad, 5 000 personnes. C'est la salle des fêtes. Oui. La salle des fêtes, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prince n'était pas là, c'est pas possible. Le prince est passé à autre chose, il y a plus rien à foutre là. C'est moins son truc, ouais. Maintenant, il joue au foot, le prince, je crois. Et puis, qu'est-ce qu'ils achètent d'autre en ce moment? L'Arabie Saoudite, ils sont partout, hein. Ils sont sur l'e-sport aussi en ce moment. Enfin bref, ils arrosent. Il y a peut-être un petit peu moins de budget pour la WWE. Mais ouais, moi, ça m'a mis une petite clim, hein, quand il y a eu prise d'antenne. Je te cache pas que j'ai vu la salle. En plus, c'était fait bizarrement. On avait l'impression que c'était quasiment alors j'exagère, mais presque, tu sais, que des tribunes au sol. Il y avait très très peu de hauteur. Donc c'était très très en retrait, enfin très très beaucoup de recul là.
Ouais, je sais pas, un agencement étrange. Alors bon, il est toujours très joli titantron, machin. Puis ils ont fait, tu sais, les 4 piliers un petit peu à la WrestleMania, histoire de faire un peu grand show. Mais ouais, je sais pas. Là, c'est première impression tout de suite. Moi, ça m'a un peu douché. Je me suis dit, oula, c'est pas le grand show auquel on a l'habitude. Ah non, souvenez-vous, on comparait souvent ça à un espèce de deuxième WrestleMania, un WrestleMania de l'automne. Ouais, ils mettaient le pognon généralement, hein, donc. Ouais, bah là, on n'y était pas. On n'y était pas. Effectivement, on était à la Mohamed Abdou Arena et ça n'a rien à voir avec les stades. Donc voilà, le prince. Voilà, non, on n'a plus rien à faire du catch. Mais nous, on aime toujours ça et donc on a regardé. Sami Zayn qui n'est pas entré à d'autres dromadaires ou à d'autres chameaux face à JD McDonough. Alors la foule était sur courant alternatif aussi dans la soirée. Ouais, c'est un sujet. Ouais, c'est un sujet. Mais elle était chaude pour Sami Zayn. Oh, elle était chaude pour Sami Zayn quand même, qui arrivait évidemment en djellaba, faire sa petite entrée, le semi-local d'étape, et puis il a tout simplement disposé de JD McDonough. JD McDonough, l'homme qui rebondit dans tous les sens n'importe comment. T'as vu quoi, il l'a balancé dans le coin là, dans le turnbuckle et qu'il a fait une bombe comme s'il sautait à la piscine. La boule de flipper. Ouais, C'est quoi ça? Ils sont fous, ces particulier. Ouais, il est particulier. On l'aime bien, le mien, il y a le Funko Pop là. Il nous plaît. Oui, c'est Mais vrai. à la fin, il a perdu le Blue Thunderdome après le Hell of a Kick, donc un enchaînement sympa. Et puis donc la victoire de Sami Zayn. Voilà, on commence en rendant les gens heureux dans ce kick-off match. Bon, Giscal. Exactement. Bah écoute, alors bon, ouais, peut-être un peu surprenant d'avoir Sami Zayn sur le kick-off, mais écoute, en tout cas, moi je l'ai un peu vécu comme un opener en quelque sorte, hein, et en quelque sorte, bah écoute, c'était un bon opener en effet, un favori de la foule qui gagne. JD McDonough, moi j'aime bien ce qu'il fait depuis un petit moment. C'est pas la première fois que je le dis. Je trouve qu'il fait un très très bon job dans son rôle, qui est donc un jobber par excellence, mais il fait très bien son travail, à savoir que, en effet, il scelle bien, il rebondit bien, et donc même un gars comme Sami Zayn, qui est pas forcément le catcheur le plus impactant en termes de puissance, t'as presque l'impression que Sami Zayn est une force de la nature quand il est face à JD McDonough, donc ça fait le café. Et puis petite variante avec ce finish Blue Thunder Bomb qui finit McDonough. Je trouve que c'est bien quand on affronte des adversaires qui sont clairement en deçà en termes de positionnement dans la carte et de mystique un petit peu kayfabe, de pouvoir pourquoi pas finir des matchs sur des moves qui sont généralement plus des moves de transition. Je trouve que c'est sympa, ça donne un petit côté un peu plus abrupt et surprenant au finish. Donc globalement, moi j'ai bien aimé cette petite ouverture, un petit bonbon sympa. Voilà. Mais écoute, le véritable opener, c'était un match de championnat pour le titre mondial poids lourd. Première surprise peut-être pour nos amis pronostiqueurs. On n'avait pas forcément imaginé, vu ce qui peut se tramer dans les coulisses, le match de Seth Rollins contre Drew McIntyre, qui donc ouvre officiellement le show. Ok, pourquoi pas? D'accord, allons-y. Un gros match très solide entre l'Écossais et l'Américain, qui donc défend son titre face à Drew McIntyre, qui est un gentil qui en a marre. Voilà. Un gentil qui en a marre et qui est venu chercher notre champion qui a le dos cassé, paraît-il, dos brisé. Moi, je ne sais pas. J'ai tendance à ne plus trop le croire parce que franchement, arrivé à la fin du match, le mec il catch à la fin comme si tout allait bien. Donc au niveau du slick de cette release, je serais tenté de dire il y a des choses un petit peu étranges. Alors, il se tient le dos après à chaque fois qu'il tombe, à chaque fois qu'il est balancé par Drew McIntyre, il se prend toute la puissance, les neck breakers et les souplesses et tout. Donc sur le coup, cette release fait aïe, puis derrière il va te faire un Phoenix Splash, double enchaînement, troisième saut depuis la troisième corde. C'était c'est la force du champion qui est son deuxième, troisième souffle. Les vertèbres se fusionnent en direct, tu sais. Exactement. Ouais. Fusion surgery en direct. Ouais. Donc on a McIntyre qui lâche pas. Il passe, je l'ai dit, les souplesses, les belly to belly, les neck breakers, le Claymore kick qui ne passe pas, le super kick à la place. Voilà, le curb stomp qui n'ira pas jusqu'au bout. McIntyre qui a résisté au curb stomp, il s'est relevé du curb stomp. 1-2, là on commence à dire oulala. C'est du solide, c'est du sérieux ce soir. On a le Phoenix Splash qui est évité, la Claymore kick et Seth Rollins qui se relève de la Claymore kick. Ils sont pas beaucoup à s'être relevés de la Claymore kick. Ils sont pas beaucoup.
J'ai en souvenir évidemment la bête Brock Lesnar, mais lui il s'est relevé de 5 Claymore Kick, donc ça ne compte pas vraiment. On a eu Biggie qui était le premier, je crois, à se relever vraiment de la Claymore Kick. Je crois que tu as raison, en effet. Ouais, ça m'avait choqué à l'époque, ça m'avait choqué, mais depuis voilà, Biggie qu'on salue. Joli nearfall en effet. Et là c'était un sacré nearfall. Voilà, ils se sont rendus donc un nearfall à gauche, un nearfall à droite. La deuxième Claymore Kick qui va passer, mais c'est le super kick qui l'attend. McIntyre se relance et le pedigree suivi du stomp pour la victoire totalement clean dans un match très compétitif. Attention, ce n'était pas à sens unique. Les deux hommes se sont rendus coup pour coup. Les deux hommes se sont relevés chacun leur tour du finisher de leur adversaire. Mais à la fin, Seth Rollins, comme il l'a dit, quand il n'est pas à 100%, il est à 100%. Ou il est à 110%. Ou quand il est à 90%, on peut tromper 1000 fois une personne, mais pas Seth Rollins. Je crois que c'est ça qu'il fallait retenir. Et derrière, Drew McIntyre s'en va, il est dégoûté, il est d'ailleurs. L'Écossais est dégoûté. Et la musique de Damien Priest qui retentit. Eh oui, c'est du grand n'importe quoi, je vous l'annonce tout de suite. Ce pay-per-view était monté à l'envers. L'arbitre, la mallette, c'est prêt pour le cash-in, mais c'est Sami Zayn qui revient, alors qu'on l'a vu il y a 20 minutes, et qui revient et qui attaque le porteur de mallette et qui lui chip même la mallette du Senior in the Bank. Et donc, pas de cash-in. Bobo Giscal, voilà, c'est réglé en deux. Tout le suspense autour de cet angle est évaporé, éjecté, évacué dès l'opener. Bah ouais, écoute, ouais, c'était la grosse. Il y a beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais c'était compliqué. J'ai pas parlé de Drew McIntyre qui se fait consoler par Rhea Ripley derrière. Alors il y a eu ça encore après derrière, en effet. Mais écoute, ouais, c'était. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet opener. Déjà, on peut évacuer le sujet. C'était donc gros match des deux hommes, énorme. Défense de titre de gros costauds, quoi. Clairement, Seth Rollins qui est passé par tous les, alors un peu comme Shinsuke Nakamura. Enfin, il a vendu son dos. Tu l'as dit, alors de manière parfois un peu inégale, mais je trouve qu'il y a quand même dans son selling quelque chose qui est il arrive, alors c'est parfois la petite main en bas du dos, les petites grimaces, il boitille, enfin, il y a toujours des petits détails, on va dire, entre ces gros moves qui te font ressentir sa douleur en quelque sorte. Enfin, je trouve qu'il est quand même assez fort là-dessus et qui fait que tu participes un peu à son calvaire, à son sacerdoce là pendant tout le match, de le voir comme ça lutter pour aller de spot en spot et en quelque sorte, parce que c'est aussi ça, contrairement, tu vois, une blessure à la jambe ou une blessure au bras, c'est que ça t'empêche pas non plus, on va dire, de continuer à faire tes moves. Donc on va dire qu'on peut suspendre son incrédulité il continue à faire ses moves, mais chaque move lui coûte de plus en plus cher, on va dire, sur son dos et sur son corps. Donc tu sens la douleur croissante. Drew McIntyre, force de la nature, qui a déroulé, très très beau nearfall. Écoute, gros match. C'est vrai que 19-20 minutes, et puis il y a ce finish. Il y a ce finish très brutal, j'ai trouvé, pedigree tombe, victoire clean. Alors là, c'était la grosse surprise. Autant avant le show, j'avais loué le fait que, écoute, je trouve qu'il y a pas vraiment de mauvais résultats sur aucun des matchs, qui rendait d'ailleurs le truc très compliqué parce que à pronostiquer, parce que pay-per-view bien construit, etc. Mais tout était possible plus ou moins, sauf que là je trouve qu'ils ont peut-être trouvé l'option qui me contente le moins. C'est vrai que autant, alors j'aurais bien vu une victoire de pourquoi pas une victoire de Seth Rollins, mais un petit peu trouble, ou alors une victoire de Drew McIntyre, parce que on pouvait aussi se dire que c'était temps pour Seth Rollins de lâcher sa ceinture, ou peut-être une victoire de Seth Rollins suivie d'un cash-in. On n'a rien eu de tout ça, juste victoire clean, cash-in interrompu et basta. C'est vrai que c'est par rapport à tout ce qu'il faisait sur McIntyre, je trouve que c'est un peu brutal. C'est un gros coup d'arrêt quand même pour l'Écossais là, qui finalement a donné raison à Seth Rollins, qui une fois de plus survit et l'emporte avec brio, parce que c'est quand même une très grosse victoire pour Seth Rollins. Et donc par effet miroir, j'ai envie de dire une très grosse défaite pour Drew McIntyre, qui prend un très très gros coup sur la cafetière là avec cette défaite, potentiellement. En tout cas, c'est l'interprétation qu'on peut en avoir à ce moment-là, puisque il s'agira maintenant qu'il nous dise comment il l'a vécu, sa défaite. Ce sera peut-être le sujet d'Euro. Mais c'est vrai que là, à un instant T, on se dit ok, écoute, ce heel turn fantasmé, un peu cette montée en puissance de Drew McIntyre, tout ça, et puis ce cash-in qui rôdait, on n'a rien eu.
Donc, je sais pas, j'ai eu un sentiment d'inachevé sur ce match qui était assez paradoxal par rapport à la qualité de la défense de titre qui était magnifique, mais je sais pas, il me manquait un truc, je sais pas. Ouais, mais écoute, même sentiment, même sensation désagréable. On tombait quoi au compte de 3, j'étais là, hein, ok, d'accord. Et je serais même tenté de dire, même le cash-in, la tentative de cash-in derrière, je l'ai pas super bien vécu, tel mec. Enfin, je l'ai pas vécu avec d'excitement parce que j'étais vraiment resté sur, mais attends, c'est quoi, enfin, c'était trop clean, quoi. C'était vraiment trop clean, hein, ce finish. Tu l'as dit, j'aurais bien aimé, pourquoi pas, oui, une petite filouterie de vétérans de Seth Rollins qui, le répète, hein, il va chercher, il est pas à 100%, donc, il pioche dans tout son arsenal de catcheurs et, être un peu filou. C'est déjà, c'est pas, Seth Rollins, c'est quelqu'un d'un peu filou, et puis ça correspond à la situation du match. Et derrière, c'est encore mieux pour justifier l'agacement et la frustration de Drew McIntyre, quoi, qui pensait avoir un match clean, puisque tous les deux étaient d'accord pour ne pas demander de l'aide au Judgment Day, donc c'était homme contre homme dans un match à la régulière. Et tu rajoutais une petite filouterie, pas grand chose, mais une petite filouterie de Seth Rollins, et ça passait crème, quoi. Ça passait nickel. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, à partir de là, je fais oula, qu'est-ce qui se passe? Quel drôle de, enfin, tout était bizarre. Toi, la construction Bizarre. de la carte, mettre ce match-là, et puis la fin du match. Donc ouais, On a effectivement. évacué le sujet là, c'est Ouais, c'est tout le tapis. Allez, on passe à la suite. Un sentiment d'inachevé ou de qui manquait comme s'il manquait un bout. Ouais, je sais pas. Ouais, ils n'ont pas fini. C'était le draft. Là, tout le monde était d'accord pour dire que c'est Seth Rollins qui allait gagner, mais on n'a pas réfléchi plus loin en fait. On n'a pas réfléchi. Ouais, oui, c'est peut-être. Écoute, je ne sais pas. En tout cas, bon, direction la division féminine, hein, comme je dis, les Rhea Ripley qui va consoler un petit peu Drew McIntyre dans les coulisses. Voilà, peut-être une histoire sans doute à suivre dans les weekly. Intéressant, hein. Mais ouais. Elle lui a dit, écoute, voilà. Aussi les épaules, je te l'avais dit un petit peu d'une certaine manière. I told you so. Ouais, Rhea Ripley, donc qui se dirige, elle, vers le ring, mais c'est pas elle qui va entrer en première, puisque c'est 4 opposantes du soir, dans un Fatal 5-Way, évidemment. Nia Jax, Shayna Baszler, Zoe Stark et Raquel Rodriguez, habillées des pieds à la tête, entrent dans le ring, et derrière, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que le prince n'est plus très intéressé par le catch, mais le prince est intéressé par Rhea Ripley. Oui. Parce que on a eu une entrée spéciale pour Rhea Ripley. Je sais pas ce que c'était, mais c'était d'espèces de cours inversés. On a eu l'entrée d'hommes des membres de la cour du prince, hein, qui sont là, qui sont arrivés. Petite musique locale, et puis on entre avec les couples. Ça durait une plombe, ça durait 10 minutes le truc, et puis voilà une haie d'honneur tout simplement, hein, qui est organisée pour l'entrée de Rhea Ripley, et puis derrière clac, ça passe sur sa musique. Alors ils ont coupé le truc, t'avais une musique ambiance du désert là, et puis puis après ça part sur le This is my brutality. C'était vraiment brutal, effectivement. Oui, c'était brutal. C'est pas besoin d'être aussi violent que ça, et elle arrive évidemment avec. Enfin, elle est 15 têtes au-dessus de tout le monde, hein, autant physiquement que dans la hiérarchie, parce que son entrée était complètement dingue quand même. Elle arrive là, franchement, là, le look, l'agressivité, la présence, le sex appeal. En plus, elle s'est fait une coupe de cheveux un peu, je sais pas ce que c'était, mais voilà, les cheveux étaient rabattus devant, un peu, genre un peu la manga comme ça, tu sais, avec les très dark comme ça, très sombre, très beau là. C'était assez visuellement assez fort, et puis aussi au niveau audio, hein, c'est très très fort, c'est cassé les oreilles. Et donc Rhea Ripley arrive dans un match qui a duré une grosse dizaine de minutes. Écoute, je vais le dire tout de suite, moi, un match que j'ai apprécié, parce qu'on avait quand même 5 je veux dire les 5 seules catcheuses à s'intéresser à ce qu'elles font à l'heure actuelle à la WWE. Voilà. qui essayent de faire quelque chose à la WWE, et qui en plus ce soir font ça en Arabie Saoudite, et qui en plus qui ont des gabarits assez on a déjà parlé, assez particuliers, assez originaux, hein, évidemment, et elles se sont mis sur la tronche, elles ont tenté des trucs.
On a eu donc tout le monde qui s'est mis sur la tronche à l'entrée au début du match. Ça s'échange des grosses patates. Rhea Ripley qui saute sur Nia Jax. Derrière, à tour de rôle, tout le monde nettoie un petit peu, clean the house comme on dit, avec notamment Raquel Rodriguez et Rhea Ripley qui se font un face-off entre les deux. Derrière, ça se casse beaucoup les tombées. On a une Tower of Doom qui est placée et qui écrase tout le monde au sol. Ça, c'était vraiment pas mal. Nia Jax est sonnée, ce qui permet donc à Rhea Ripley et Rodriguez donc de se foutre sur la tronche dans cette petite rivalité qui les suit toutes les deux. Derrière, Stark qui vole un petit peu à droite à gauche, qui fait un dive sur Nia Jax, et Nia Jax qui rentre et qui bombe un petit peu tout le monde. Rhea Ripley qui casse le tombé. Le Riptide est placé sur Baszler, mais c'est Zoe Stark qui sauve, qui empêche le tombé. Rodriguez revient et Rhea Ripley donc qui refait un Riptide cette fois-ci sur Zoe Stark avec sur Baszler et Rodriguez, ouais, c'est ça. Je crois. Ouais. Elle fait un Riptide de Stark sur les deux autres, voilà. Et puis derrière, c'est Baszler qui se prend le tombé pendant que Nia Jax, je sais pas, en train de boire du thé, un petit thé vert, un petit thé avec le prince. Bon, écoute, voilà, 10 minutes, victoire de Rhea Ripley, un beau petit match à prendre. J'ai trouvé que c'était un bon petit match de la division féminine avec des filles qui se sentent concernées, comme j'ai dit. Eh bien, écoute, oui, je suis d'accord avec toi. Non, écoute, rien, j'ai pas grand chose à leur reprocher, voire d'ailleurs peut-être rien à leur reprocher aux 5 filles. Elles sont passées, ma foi, avec brio, après ce qui était quand même un très gros opener. C'était pas toujours simple d'enchaîner derrière, donc elles ont fait un multi-woman match dans le plus pur style WWE qui s'est généralement assez bien booké ce type de rencontre, et donc non, on s'est pas emmerdé, tout le monde a globalement brillé. J'ai trouvé ça bien. C'était dans la digne lignée, on va dire, de ce build-up qui me plaisait plutôt pas mal, à savoir que on essayait de créer une sorte de grosse émulation avec pas mal de filles costauds qui se détachent du roster de Raw et qui ont tous des arguments à faire valoir, et puis qui étaient pas l'entouriste, quoi. Donc non, j'ai trouvé ça bien, et puis à la fin c'est Rhea Ripley qui gagne. Il y avait pas trop de suspense là pour le coup, mais ça fait que la victoire de Rhea Ripley, elle veut dire quelque chose aussi, et je pense que ça elle en avait un petit peu besoin quand même, parce que son règne avait été jusqu'ici finalement sans trop d'adversité, et c'était d'ailleurs un peu aussi toute l'histoire, de voir d'un seul coup 4 nanas qui fondaient sur elle à toute vitesse. On avait complètement changé de braquet, donc très bien, bon boulot, et je pense que ça a globalement servi tout le monde, donc c'est plutôt un bon point, ça aussi. Ouais. On n'oublie pas Shayna Baszler qui a quand même placé Rhea Ripley, Nia Jax et Rodriguez dans 3 soumissions en même temps. Ça, oui. C'était un spot assez sympa, complètement improbable, mais que j'ai trouvé plutôt presque très réaliste. Alors ça m'a un petit peu, je me posais des questions. J'ai dit, comment tu peux trouver ça réaliste? Bon, écoute, je sais pas. C'était plutôt bien fichu. Derrière, on enchaîne avec le match de The GOAT, John Cena, qui doit gagner. Il n'a pas gagné un match en solo depuis 2018. Eh oui, depuis 2018. C'est terrible. Ouais. Donc, et il affronte Solo ce soir. Donc, il faut qu'il gagne un match en solo contre Solo s'il veut pouvoir enfin chasser ce mauvais souvenir. Voilà, il peut pas partir là-dessus. C'est difficile, c'est compliqué, mais ce soir, il va tout faire. Voilà, il a tout simplement détruit Solo Sikoa au micro vendredi à SmackDown. Va-t-il réussir à le détruire entre les corps? Écoute, on a eu un match classique. On a eu un match très classique de John Cena. Ça a tourné. On a eu des crossbody. On a eu le double A qui a été bloqué une première fois. Le rock bottom de John Cena qui était placé. Ça, c'était rigolo. Après, ça se place en double A. Le spinning solo, puisque Sikoa, ça c'était plutôt bien foutu. Cena qui charge son attitude adjustment, qui place Solo Sikoa, et Solo Sikoa qui glisse comme ça et qui fait son spinning solo et qui le couvre derrière. C'était vraiment bien fichu. Le spike qui ne place pas, à la place c'est le STF, mais Solo Sikoa qui s'agrippe
qui s'agrippe et qui revient avec un énorme spike, puis un deuxième et un troisième et un quatrième spike. Ouais, là c'était terrible. Alors là, on a basculé, moi j'ai revu des images de Suplex City là, c'était Spike City je pense. Et puis derrière, ça spike à mort. J'ai arrêté de compter, mais je pense que là on va avoir un Spike City on a eu la naissance du Spike City, et puis John Cena qui est mort à ce moment-là, qui est laissé pour mort, même s'il parle. Qu'est-ce qu'il a parlé de John Cena pour ce match et après le match? C'est du grand n'importe quoi, John Cena. Il a jamais été bon à cet exercice de faire les calls et tout sans se faire reprendre par la caméra. C'est vrai qu'on l'entend souvent. Ouais. Et puis alors, on le voyait. Voilà, avec un peu un rookie Solo Sikoa, c'est vrai qu'on pouvait se douter qu'il allait pas mal parler, mais c'est vrai qu'on en revient à l'ambiance, mais comme il n'y avait pas énormément de bruit dans le stade, du coup, on entendait bien. On le voyait, parce que, alors, donc, le 1, 2, 3, victoire de Solo Sikoa, et là, il est laissé pour mort, donc, l'angle de ce match, c'était de dire qu'il va lui exploser, que Solo allait exploser la trachée de John Cena et qu'il ne pourrait plus parler. Sauf que John Cena, il est tendu après avoir pris 10 spikes, et tu le vois encore en train de parler à Solo Sikoa, lui donner des directives. Je me dis, c'est pas possible, John, t'es trop vieux pour ces conneries. Et tellement vieux, qu'il a pas gagné. Il a pas réussi son défi, là. Alors, Giscal, comment on se sent, là? On se sent mal, hein. Ouais, c'est dur là. J'ai l'impression que l'âge, le grand âge de John Cena l'a rattrapé et la jeunesse, la jeune garde lui est passée devant. C'était terrible ce finish. Hein. C'était violent. On avait l'impression de voir vraiment une mise à mort là. Il abattait le vieux chien malade là. C'était terrible. C'était plutôt, c'était ma foi. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Mais j'ai trouvé que c'était globalement bien fait, bien exécuté. Encore une fois, ça va être un peu l'histoire de ce pay-per-view, mais encore une fois un gros match, très costaud, très propre. Alors certes, on entendait pas mal Cena parler, mais globalement, un quart d'heure. Un quart d'heure qui m'a plutôt accroché. Solo Sikoa a répondu présent. C'était aussi un gros défi pour lui. Gros match contre Big Match John dans un gros pay-per-view de 15 minutes. Il a eu le temps de s'exprimer. Il l'a plutôt bien fait, j'ai trouvé. John Cena, je l'ai senti beaucoup plus en jambes que son tag team match à Fastlane avec LA Knight, où il avait été d'ailleurs un petit peu critiqué à juste titre, et puis même lui s'était auto-critiqué en conférence de presse après Fastlane pour dire que voilà, il fallait que s'il voulait pas décevoir ses fans, il fallait quand même que son run il puisse qu'il soit un peu plus au niveau. Je trouve que là il a clairement on a retrouvé en tout cas des bribes du grand John Cena, mais ça n'a pas suffi. Et ce finish, qui est telle une condamnation un peu. Est-ce une fin de run? Comment tout ça? Quelles vont être les retombées de ça? En tout cas, je trouve que c'est une façon très impressionnante et très menaçante, en tout cas, de booker Solo Sikoa, qui prend une grosse victoire et avec la manière. Donc ça va lui faire du bien aussi parce qu'il avait tendance à, je trouve, un peu trop. Voilà, on se servait de lui pour donner des défaites, certes rares, mais quand même assez systématiques pour, on va dire, pour propulser les challengers vers Roman Reigns. Ça va lui faire du bien, cette grosse victoire là, je trouve qu'il a vraiment, il ressort de là un peu monstrueux là. Donc le job a été fait, John Cena a fait le job, mais c'est un petit crève-cœur de savoir, quelle va être la suite pour John Cena maintenant. J'étais forcément un petit peu perturbé. Ouais, perturbé, surpris de mon côté évidemment. J'avais pronostiqué une victoire. Moi j'avais pronostiqué Cena aussi. John Cena parce que je voyais pas forcément, je voyais l'histoire un peu se terminer là. Toi, il a besoin de gagner. Alors même si ses motivations, je trouvais ses motivations pas forcément super bien amenées, parce que John Cena n'a pas forcément besoin d'une victoire. Toi, il a besoin de la connexion avec le public. Bon voilà, là il a eu la connexion avec le public, mais dans la défaite, parce qu'on lui a fait l'ovation. Merci Cena, merci d'être venu quoi. On t'aime toujours, mais bon. Pas sûr que c'était la connexion qu'il voulait. Mais par contre, derrière, c'est vrai que ce finisher, la fin, là, avec Solo Sikoa qui abat John Cena, là, c'était magnifique, quoi. Franchement, c'est une image ces images qui restent après, voilà. Ah ouais, je trouve, cette sorte de mise à mort, là, c'était assez impressionnant visuellement. C'était violent. Donc, j'ai trouvé, le match était tout à fait classique, mais alors ce finisher était plutôt bien fichu. Voilà. On a eu, un petit peu l'opposé de ce qu'on a eu avec notre opener. Derrière, on a eu un Miss TV. Miss TV, alors fallait être un érudit dans les stars locales du cinéma, parce que franchement, l'invité,
C'est voilà, une sorte du plus grand film d'Arabie Saoudite, faut le connaître. Ibrahim Al-Hajjaj, qui était là ce soir, invité d'honneur. Alors visiblement, il a joué dans un film où il rêve d'être une WWE superstar. Voilà. Je suis allé voir. C'est sur Netflix. Alors je ne sais pas si c'est sur le Netflix France. Sortez les VPN. Mais effectivement, il y a un film avec cet acteur où il sait d'être catcheur. Alors voilà, ça s'amuse, ça se taquine. Derrière, il y a Grayson Waller qui vient pour dire attends, c'est moi le roi du vrai talk show. Donc tout le monde s'embrouille un petit peu. Et puis à la fin, on a tout simplement Grayson Waller qui va se bouffer le People Elbow de la part de Ibrahim Al-Hajjaj avec la participation du Miz qui entérine un petit peu son face turn évidemment là avec le public complètement acquis à cette cause. Un moment détente, voilà, le moment d'aller éventuellement faire un petit tour aux toilettes, d'aller peut-être un petit refill, je ne sais pas, mais voilà. C'était Exactement. Écoute, c'était une petite respiration dans l'émission que j'ai trouvé, ma foi, très bien positionnée et nécessaire, parce que c'est vrai qu'on sortait de... Je te dis, c'était un gros choc quand même, cette victoire de Solo Sikoa, et surtout la manière, donc j'ai trouvé que c'était très bien, cette petite respiration. Et puis on avait quand même enchaîné trois gros matchs qui avaient à chaque fois tutoyé les quarts d'heure, voire les très gros quarts d'heure. Donc c'était bien. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Je savais pas qui c'était, mais bon, écoute, il a failli se vautrer à un moment sur la troisième corde là, le Al-Hajjaj là, mais très bien. Et il a dit il interprète quelqu'un qui essaye d'être une star. Il n'a pas réussi. Ah d'accord. Et encore une fois, Grayson Waller qui partage l'affiche encore sur un gros segment avec une star locale, le Miz et tout. On en parlait à SmackDown il y a quelques minutes. Voilà, c'est pas Austin Theory qui était dans l'avion. Ah non, c'était pas Austin Theory qui était dans l'avion. Par contre, qu'est-ce que c'est cette expérience W? T'as vu ça? On a annoncé quand même à ce moment-là l'ouverture d'un centre multiculturel MJC de la WWE Experience à Riyad. T'as pas vu ça? Ah ouais, non, mais attends, sur le... Fais gaffe, ouais. J'ai peut-être cru que c'était une pub et j'ai avancé, ouais. Oui, mais c'était une pub, mais une annonce, toi, de l'office du tourisme. Tu sais, à chaque fois, il y a l'office du tourisme qui met son grain de sel dans les shows de la WWE en Arabie Saoudite. Et là, sur le Riot City Boulevard, l'ouverture du premier centre WWE Experience. Incroyable. Accroche-toi bien. Plus de 37 000 mètres carrés. Un building pour accueillir les fans de la WWE dans des expériences immersives incroyables avec de la vidéo, de la 3D, des rencontres de superstars, de la vente de t-shirts. Toi qui as toujours du mal à trouver des t-shirts et des casquettes, tu connais que se déplace. Voilà, il suffit de prendre ton ticket pour rire. Il y a du stock. Écoute, c'est censé ouvrir, être même quasiment ouvert, je crois, puisque je me demande s'ils ouvraient pas dans la foulée là du ce week-end. Mais écoute, il y a un parc à thème, enfin pas à thème justement, j'ai raté clairement cette vidéo. Il y a un parc, une espèce de parc d'attraction quoi, qui est ouvert, un centre où tu as le château de Disney, t'as le Nintendo Center, un musée sur Mike Tyson. C'est du grand n'importe quoi. Là, ils sont face à l'office du tourisme. En Arabie Saoudite, tu sais, t'avais cette semaine là, tous les grands, plein d'événements sportifs. On en a parlé, de la boxe, du catch, du foot. Il y avait plein de trucs. Mais voilà, c'est le divertissement dans sa globalité qui est célébré à Riyad, et donc l'ouverture d'un WWE Experience. Là, écoute, Juscal, tu sais quoi mettre sur ta liste pour le Père Noël. Un beau billet d'avion pour aller expérimenter ce nouveau centre culturel de la WWE. Eh bien, ok. Bah écoute, j'en suis ravi. Donc ça veut peut-être dire quand même que le prince en a encore quelque chose à faire du catch. Alors c'est bien. Oui, voilà, visiblement, ou alors l'office du tourisme, peut-être le ministre du tourisme a quelque chose à faire. Peut-être le ministre du tourisme, oui. Logan Paul versus Rey Mysterio. C'est notre match qui suit juste après. Rey Mysterio qui défend donc son titre de champion des États-Unis. Il avait été défié par Logan Paul après la victoire de ce dernier dans son combat de boxe. On avait eu la pesée à SmackDown. Et ben là, ça va être le match tout simplement. Un match porté par le vétéran, il faut le dire. Même si Logan Paul a réussi à
préserver la vie de Rey Mysterio sur ce spot terrible. Rey Mysterio s'élance pour un moonsault arrière dans les cordes et il se fait rattraper in extremis par Logan Paul. On a eu peur. Alors Mysterio il allait droit pour se briser la nuque. Mais voilà. Donc Logan Paul, voilà, il a marqué. Voilà, les deux hommes ont pas réussi à se coordonner, mais Logan Paul a marqué un point sur à ce niveau-là de réussir quand même à rattraper le coup en rattrapant. Exactement. Il y en a qui vont dire que bah oui, mais encore heureux parce qu'il était mal placé, donc fallait mieux pas qu'il se casse le cou parce que ça aurait été de sa faute. Et en même temps, il faut reconnaître aussi la ring awareness, comme je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà. De Logan Paul qui a quand même très bien réagi. Et oui, c'était sur le moment, on a tout, je pense que ça se voyait quand même bien à la télé que c'était pas passé loin. Hein, ouais. Là, on est 619 qui ont été bloqués. On a eu pas mal évidemment de high flying de la part de Rey Mysterio, les Sunset Bomb, le Code Red pour tenter un, mais simplement deux. Et puis à ce moment-là, on a un poteau de Logan Paul. Alors toi, tu dois connaître, tu connais tous les youtubeurs, toute la clique de Logan Paul. C'était qui celui-là? Ah ouais, alors non, justement, je n'ai aucune idée. KSI, FBI, Chicky Y. C'était qui? KSI, c'était la dernière fois, là, quand il était... Oui, mais c'était qui celui-là, là? Quelles initiales, aucune idée. D'accord, un parfait inconnu, un pote de collège, quoi. Un ami d'enfance. Qui arrive avec un point américain, alors que le point américain va être utilisé, Santos Escobar arrête Logan Paul, il pourchasse donc le petit collégien là, pour les petites fessées. Mais ce cours d'Escobar, il est con ou il a fait exprès, hein? Moi je posais la question. Repose quand même le poids américain sur le bord du ring, et donc évidemment Logan Paul va aller le chercher. La question est d'être posée. Ouais, c'est clair. Alors que Ray a placé le 619 et qui prépare le splash, Logan chope le point américain et il interrompt la tentative de notre ami Rey Mysterio de splasher le YouTuber avec un énorme punch qui met KO son adversaire pour le compte de 3. 1, 2, 3, victoire de Logan Paul qui décroche donc son premier titre à la WWE, lui qui se déclare être tout simplement une WWE superstar avant tout. Et ben, il est dorénavant un WWE champion avant tout. Exactement. Bah écoute, encore un gros match. Enfin, en tout cas, moi j'ai aussi beaucoup apprécié ce match. Alors pour d'autres raisons, il a des défauts. Logan Paul, voilà. Bon, il faut peut-être encore qu'il travaille certaines choses dans les enchaînements de spots et tout. Mais alors par contre, dans les spots en tant que tel, quel athlète. C'est vrai que moi j'ai été soufflé par quand même pas mal de séquences du match. Je continue d'être absolument stupéfait, on va dire, du niveau qu'il est capable d'envoyer dans les cordes sur des gros événements. En plus, à chaque fois, hein, c'est le mec qui fait pas ça en dark match d'un weekly, quoi. C'est à chaque fois, c'est toujours en PLE, les caméras braquées là. Il envoie toujours des prestats de dingue là. Donc encore une fois, je trouve moi il m'a vraiment soufflé. Rey Mysterio, bon, grand professionnel, toujours au rendez-vous. D'ailleurs. Toujours hallucinant de voir qu'il est capable d'envoyer 20 minutes comme ça sans sourciller. C'est toujours très très fort. Par contre, voilà, vraiment, je trouve que ce finish m'a un peu gâché le truc parce que j'avais un peu l'impression d'être pris pour un con. C'est pas, enfin voilà, au-delà du fait que c'est très grossier, en plus c'est extrêmement stupide. Alors peu importe si c'est fait exprès ou pas finalement, parce que je trouve qu'il y a même pas de bonne alors c'est mieux si c'est fait exprès, parce qu'en effet, il faut mieux que ça mène à un heel turn derrière. Mais même si ça devait mener à un heel turn, si on se pose 2 secondes, c'est quand même particulièrement stupide de venir. Enfin, c'est quoi ta motivation dans la vie si tu te dis attends, je vais venir interrompre un match et interrompre une tricherie pour finalement moi-même tricher à la place. Enfin, ça n'a pas de sens. Et puis par contre, si c'est pas fait exprès. C'est juste naze, tu vois. Je pense que je me souviens d'une fois où on avait analysé, justement, on s'était dit que tiens, les overbookings et les tricheries du Judgment Day étaient particulièrement rafraîchissantes parce que je trouvais qu'elles étaient bien coordonnées, souvent assez innovantes et puis assez organiques, tu vois. Je repense même, ne serait-ce que au spot qui a eu peut-être le plus récent qui me reste en mémoire, c'est quand
Je sais plus si c'était Finn Balor contre Seth Rollins et je crois que c'était Damian Priest qui avait essayé de glisser la mallette pour l'aider et au final il s'avère qu'il l'avait glissé un peu trop loin et Finn Balor se prend le stomp dessus et c'était, tu vois, ça c'est le genre de truc, ok, c'est des maladresses, c'est bien fait, il croit, tu dis ah ouais putain merde, c'est pas passé loin et tout. Là, c'est juste débile. Enfin, là, c'est vraiment nous prendre pour des jambons. Ouais. Donc ça, ouais, je trouvais que c'était un peu gâché parce que ça venait parachever quand même. Écoute, un joli match. Écoute, très excité pour la suite parce que Logan Paul champion. Écoute, si ça veut dire qu'on va le voir plus souvent. Et c'était déjà un petit peu le cas. Hein. Il y avait beaucoup d'interactions backstage à SmackDown depuis quelques temps avec Kevin Owens notamment. Ça me fait envie. Donc le voir avec la ceinture, écoute, ouais, ok. On peut pas dire que Rey Mysterio en ait fait grand chose de cette ceinture, donc allons voir maintenant ce que la méga star Logan Paul va pouvoir faire. Et puis maintenant il y a moi ce que j'ai en ligne de mire, c'est peut-être Logan Paul, LA Knight pour WrestleMania pour le titre et tout. On en avait déjà parlé, mais ça prend maintenant c'est un peu plus consistant, donc allons voir. Ça te plaît ça, hein, que les choses s'imbriquent. Ouais, ça me plaît, ouais. Et ouais, effectivement, écoute, voilà, un match porté, voilà, par le vétéran, avec un rookie qui, j'ai trouvé à la sortie, voilà, excellente prestation de Logan Paul, un athlète hors du commun, qui doit travailler un petit peu peut-être les enchaînements entre les moves, hein, entre ses grosses prises, le cardio aussi, hein, je sais pas, mais le mec, au bout de 10 minutes, il était vraiment, il en pouvait plus. Mais bon, quand même un athlète il nous a sorti des trucs comme un moment le moonsault, la follow slam, des trucs où les lariat par-dessus la troisième corde et tout. Enfin, c'était. Je sais que certains fans hardcore sont désenchantés de ces moves-là, mais moi j'ai trouvé ça très impressionnant. Ouais, la buckshot lariat, hein, voilà. Pour certains c'est des finishers, mais pour lui c'était qu'un signature move de plus. Voilà, exactement. C'était effectivement un excellent, enfin un très bon match avec à la fin le bon vainqueur et puis beaucoup de choses qui effectivement s'ouvrent en possibilité là pour les mois à venir. Donc écoute, bravo messieurs malgré cette honteuse écriture de tricherie là, franchement qui nous rappelle les heures les plus sombres de la WWE. On va faire comme si on n'avait rien vu, hein, comme tout le monde. Oui, voilà, on va faire comme tout le monde, comme l'arbitre, comme voilà. Derrière, on a un single match pour le titre féminin, Bianca Belair versus Io Sky. C'est parti après une petite interview de Bianca Belair avec Jackie, pas du Jackie Show, hein, attention, Jackie la WWE Experience. Bianca Belair versus Io Sky. On peut pas dire que ce soit un match qui nous excitait particulièrement, mais les filles sont là. Damage Control n'est pas complètement représenté. Il y a simplement Bayley qui arrive sur la fin du combat, hein, alors que Io Sky et Bianca Belair sont encore en train de se mettre sur la tronche. Elle va intervenir, mais voilà, c'est une gaffeuse, c'est une grosse nulle. Hein, Bayley, elle est juste là pour prendre les tombées et foutre le bordel. Io Sky veut gagner ce match un peu à la régulière, mais elle finit par frapper sa copine par erreur. Aïe, c'est pas bien. Et donc elle retourne sur le ring et Bayley qui la chope pour retenir Bianca Belair. Bianca Belair qui la prend. Elle se prépare, je crois, c'était placer un KOD sur la table des commentateurs ou quelque chose comme ça. C'était à l'extérieur. En tout cas, elle veut s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Mais vois-tu pas qu'un Power Rangers débarque de nulle part, voilà, une motarde peut-être, habillée tout en cuir de motard. C'est Kairi Sane. Kairi Sane fait son retour dans l'indifférence la plus totale. Kairi Sane. Kairi Sane. Kairi Sane. Ouais, je ne connais pas. Ouais. Connais plus. J'ai connu, mais juste plus connu, voilà. Quand soudain, juste plus connu. Et elle est revenue ce soir. Elle est revenue. Mais bon, voilà, sous vos applaudissements des plus discrets. Et donc elle attaque Bianca Belair. L'arbitre n'a rien vu et elle retourne sur le ring. Io Sky fait un moonsault alors que Bianca Belair est revenue au compte de 9 sur le ring. Le moonsault est lancé et la victoire donc de Io Sky face à Bianca Belair. Kairi Sane là qui fait ses mouvements comme ça, elle a l'air d'être revenue un petit peu en mode assassin silencieux. C'est comme ça maintenant que sont les Japonais. Ce sont des assassins silencieux, c'est le nouveau gimmick. C'est ça. Ouais. Et puis derrière, elle fait sa descente de pirate là.
Le L, voilà. Sa descente du coude, elle était connue pour ça. Elus était connu. Elus était connu pour cette descente du coude. Ouais, du culus, du cubitus. Ça doit être très impressionnant, une descente du coude d'une nana qui fait 30 kilos, là. Ça doit être dévastateur, ça. Ah oui, oui, voilà. Et puis derrière, les deux filles sont contentes. Elles se retrouvent, les deux japonaises qui visiblement se connaissaient bien. Elsus, Colus, plutôt bien. Bonus, malus sur ce match. Bonus, malus. Écoute, bon bah voilà, on en aura eu quand même de matchs dont j'en avais rien à foutre dans le show. Il fallait bien un moment que ça s'arrête. Ouais, c'était pénible. Alors là, un quart d'heure de Yoskai contre Bianca Belair, moi je me suis un peu fait chier. En fait, je pense que j'en fais je pense inconsciemment, je dois être vraiment, j'ai abandonné, je pense, sur ce sujet-là. Donc, oui. Donc j'arrive pas. T'as pris une décision. Ouais, j'ai pris une décision. Mon cerveau n'arrive plus à passer outre. Donc maintenant, je vois Yoskai et puis je vois Bayley qui arrive, qui sert à rien, machin, nanana. Je sais que ça va partir en couille. Et en fait, moi, plus clairement, j'avais pronostiqué Bianca Belair parce que je pensais que ça allait être un peu la fin de la récréation là pour Damage Control et qu'on allait revenir à des trucs un peu plus sérieux. Mais bon, écoute, non, faut croire que non, parce qu'on a essayé de remettre une deuxième cosplayeuse au short fluo qui va pas pouvoir parler, pas pouvoir faire une seule promo là, et donc ça va être super intéressant. Donc j'ai vraiment trop hâte maintenant de voir Yoskai et Kairi Sane interagir parce que je pense que ça va nous donner des grands moments de storytelling. Et puis bah voilà, écoute, elle a eu un grand retour à la WWE, à la hauteur de l'intérêt que j'apportais de toute façon à elle, donc ouais, ça m'a fait ni chaud ni froid. Après voilà, certains regretteront, j'imagine, d'une certaine manière à juste titre quand même, qu'ils aient peut-être choisi cet endroit-là pour tourner cet angle-là. Mais bon, moi j'ai envie de leur dire tant pis pour leur gueule. Hein. Écoute, c'est pas mon problème. Qui l'eût cru Qui l'eût cru que Triple H là, il soi-disant catch féminin, ses petits chouchous, machin. Écoute, posez-lui la question à lui parce que moi je sais pas. Hein, mais voilà. Donc ouais, écoute, dispensable. On continue le cirque Damage Control là et je ne sais pas ce qui sera prévu à SmackDown, mais ça m'intéresse pas des masses. Ouais, bon bah voilà, le match était un match tout à fait classique. Voilà, rien à redire vraiment sur le match. Voilà, ça dépendra évidemment de l'intérêt que vous portiez de toute façon à la tenue de ce match ou non. Derrière, voilà, le retour de Kairi Sane, ouais, voilà, j'aime bien, moi, que les gens reviennent, c'est bien. Moi, je suis pour qu'on laisse les portes ouvertes, voilà, toujours ouvert au retour. Mais c'est déjà suffisamment bourbé là, cette division, cette faction là, du côté du show bleu là, que on vient encore rajouter un truc par-dessus. Enfin, toi. Ouais, je sais pas. Là, c'est les cocktails de Triple H. Au bout d'un moment, ils deviennent un peu écœurants. Voilà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Yoskai qui avait décidé de commencer le match babyface. Je veux pas que t'interviennes, Bayley. Je veux gérer tout seul. Je veux faire la high flyeuse. Et puis finalement, elle finit le match en trichant et en tabassant Bianca Belair. Et de toute façon, elle-même ne sait pas, je pense, ce qu'elle doit faire. Donc perdu dans la traduction, comme on dit. Hein, perdu dans la traduction. Ouais, voilà. Voilà, écoute, on enchaîne avec le faux opener ou le vrai opener de ce pay-per-view, Damien Priest versus Cody Rhodes. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on s'attendait à ce que ce match se tienne quand même avant le match de championnat. Oui, parce que c'est un petit peu bizarre. Déjà, Damien Priest, il arrive sans sa valette, hein, parce que c'est l'autre Canadien qui lui a shippé. Bon, il vient avec ses ceintures quand même de champion tag team, mais il affronte Cody Rhodes. Mais à ce moment-là, l'intérêt du match était relativement limité, il faut le dire. Bon, voilà, un match un petit peu, voilà, pour une victoire évidemment de Cody Rhodes à la fin, avec tout le gros bordel du Judgment Day dont tu parlais, voilà. On a notamment Finn Balor et JD et Dominic qui débarquent. Jey Uso, main event Jey Uso, qui pensait venir pour l'opener, le main event Jey Uso, en fait, qui se retrouve avant le main event, donc on va l'appeler maintenant avant main event Jey Uso. Il vient chasser le Judgment Day à lui tout seul avec sa petite chaise, là, il arrive à battre en retraite les trois hommes. Le cutter sur Priest, le coup bionique, voilà, du papa, mais ça ne suffit pas. Le finisher, mais c'est bloqué. Gros coup de pied de la part de Damien Priest. Ça s'échange des coups de semelle. Un autre Cody Cutter.
Damien Priest qui résiste toujours à 2 et Cody qui du coup va enchaîner avec la fameuse triplette, parce que dorénavant voilà c'est ça, que l'adversaire est valeureux, que c'est un gros adversaire qu'on veut mettre over, on place pas 1, pas 2 mais 3 Crossroads, 1, 2, 3, victoire de Cody et Damien Priest qui aura tout perdu ce soir, tout perdu, il a tout perdu. Ouais, écoute, un match, alors moi j'ai l'impression, on a l'impression de regarder plutôt un gros main event de Raw que vraiment un match de pay-per-view. Bah c'est sûr qu'à ce moment-là de la carte, ça avait plus grand intérêt quoi. C'était un petit peu tout le problème de ce match qui au demeurant était plutôt sympa, mais tu le regardes plus avec les mêmes yeux quoi. C'est ça le problème, parce que écoute, Damien Priest, top, Cody Rhodes, top, l'intervention du Judgment Day, l'overbooking à la fin, très sympa, le super Cody Cutter et tout machin, enfin tout. Moi, y a pas grand chose à jeter, moi je vais plutôt passer 10 minutes très très sympa, mais voilà, ça ne restera que au rang de sympa parce que on avait dépouillé tout l'enjeu et tout le suspense qu'il pouvait y avoir un peu derrière, donc ouais, forcément, voilà, c'est ce match a pâti un petit peu de cette décision de booking surprenante, on va dire. Ouais. Bon, il y a eu pas mal, il y a des gros spots sur la table, pas mal bouffé là. Ils se sont tous envoyés, je sais plus qui. Il y a JD McDonough qui s'est bouffé la table plusieurs fois, il me semble, et puis aussi Cody qui s'est bouffé, je crois, une table avec parce qu'il y avait la table alors pas des commentateurs espagnols, mais des commentateurs arabes. Et Damien Priest qui a balancé à son reckoning sur Cody Rhodes. Donc voilà, un gros match solide de patrons, mais effectivement, comme tu l'as dit, qu'on regardait avec un intérêt assez assez limité, assez distant, voilà, avec un petit peu de distance. Mais c'était un match solide, voilà, qui effectivement n'avait pas beaucoup d'enjeux à ce moment-là. Par contre, celui qui en a un d'enjeu, c'est le main event de ce soir pour le match Undisputed Universal Champion of WWE, World Heavyweight Champion of the World, Roman Reigns versus LA Knight hier pour cette chance incroyable pour la mégastar de commencer son histoire, parce qu'il a dit, voilà, il l'a dit, il est venu, c'est que le début. Et donc on va avoir un match Roman Reigns versus LA Knight. Gros match, très très attendu avec la mégastar qui s'est tracé un chemin en direction des étoiles pour aller décrocher le titre suprême. Un match très solide avec un Roman Reigns qui se moque de LA Knight quand il fait le LA Knight là, avec son doigt là, c'était vraiment sympa, genre qui me raconte là, mais quel guignol, il le prenait pas très au sérieux. Il est fort. Il le prenait pas au sérieux, la foule était vraiment à fond là derrière. C'était vraiment une grosse ambiance, c'était vraiment on-off cette foule. Il y avait des matchs, silence radar, silence, on n'entendait rien du tout, à part les mouches pétées. Et les mouches qui pètent dans le désert, ça fait pas beaucoup de bruit d'habitude. Et d'autres matchs où c'était vraiment le gros bordel, comme là ce soir, là, avec Roman Reigns versus LA Knight, dans une grosse ambiance, le Superman Punch de Reigns, qui est évité avec le neckbreaker, la descente du coude, mais le Super Punch qui place, mais ça ne suffira pas. LA Knight est là pour résister, le Spear est évité, Roman Reigns qui se bouffe le turnbuckle, Knight qui bondit sur le coin là, comme il fait si bien là, hop là, avec ses chaussures, j'ai toujours peur qu'il glisse, il me fait peur. Pour placer l'énorme superplex, derrière, on a la descente du coup, le elbow drop de LA Knight, et l'arrivée de Solo Sikoa qui arrive, l'homme il a encore son pouce, l'homme qui détruit les trachées avec son pouce, débarque, on a peur. Les officiels l'arrêtent, les officiels ont été très efficaces pour arrêter Solo Sikoa, étrangement, ils ont senti le coup venir, mais c'est Jimmy qui arrive de l'autre côté pour intervenir et aider Roman Reigns. Il va l'aider notamment en plaçant sa jambe sur la corde. Un petit peu plus tard, le Superman Punch, le Spear, mais LA Knight qui résiste au Spear, incroyable. LA Knight qui résiste au Spear du chef tribal. Ensuite, gros enchaînement de guillotine. Alors là, j'ai adoré ce passage, la guillotine de Roman Reigns. On la voyait. J'ai l'impression, non ? Eh oui, on est là, on est d'accord.
mon bon Giscal, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu la guillotine, et ça a duré, c'était bien, parce que LA Knight, on veut montrer qu'il est valeureux, qu'il est vaillant, qu'il résiste. Et il résiste, il se pousse, il atteint les cordes, pas les cordes, ça va dans tous les sens, et Roman Reigns, quand il fait sa guillotine, il devient fou. Il veut tuer. Mais à la fin... Oui, c'est l'exécution. Oui, voilà, c'est ça. Mais à la fin, il parvient quand même à se repousser, à placer son BFT, mais ça ne suffit pas, puisque c'est à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, que Jimmy intervient pour mettre le pied de son chef sur la corde. Derrière, donc, il va en payer le prix, hein, Jimmy. Il va passer à travers la table des commentateurs. Et Roman Reigns qui va donc faire un spear sur LA Knight à travers la barricade, spot toujours sympa. Et derrière, le spear pour le compte de 3. Et donc, victoire de Roman Reigns. 1, 2, 3. La mégastar n'a pas réussi à accomplir son rêve. Mais voilà, elle a répondu présente. Mais j'aimerais malgré tout avoir ton avis sur la fin du match. Est-ce que on n'a pas loupé quelque chose? Eh ben, ouais, peut-être. On a peut-être loupé un petit truc. Moi, ça m'a donné. Écoute, j'ai eu un petit peu le même sentiment qu'avec l'opener, avec ce Seth Rollins, Drew McIntyre. J'ai trouvé qu'il manquait un truc. Il manquait un truc pour que ce soit correctement ficelé. Donc, je vais être honnête. Je suis un petit peu déçu de ce match. Alors, peut-être que je suis un peu déçu parce que j'en attendais beaucoup. Je pense, oui. C'est vrai que j'avais beaucoup d'attentes et je pense à juste titre, ils avaient fait un très gros travail pour faire en sorte qu'on soit vraiment excité à l'idée de voir ce match. Enfin, le grand moment d'LA Knight, enfin challenger totalement inédit, parachuté, complètement sur une trajectoire on a dit, hein, une étoile filante là dans le ciel de la WWE. Très 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 impatient de voir ce match. Et j'ai trouvé que c'était un peu trop sage à mon goût, un peu trop classico-classique, Roman Reigns, Bloodline, patati patata et tout. Et ce finish qui ne sort pas fondamentalement de l'ordinaire, avec les interventions ratées, le ref bump, la petite tricherie et tout ça. Du classique, hein. Alors, très efficace au demeurant, hein, gros main event. Enfin, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas de débat, mais... je sais pas. Il m'a manqué un truc. Est-ce que j'aurais aimé voir, je sais pas, LA Knight perdre d'une manière un peu différente, avec peut-être un nouveau finish, ou quelque chose d'un peu plus original, peut-être. Déjà, de mon côté, moi, il n'y avait pas d'illusion. Enfin, il n'y a pas de suspense particulier. Mais ça me gênait pas d'aller dans ce match-là sans suspense parce que j'y allais avec d'autres objectifs. Pour moi, c'était un peu le coup de tampon sur la carte LA Knight pour l'année prochaine et pour le main event en quelque sorte. Il allait pas prendre le titre à Riyadh contre Roman Reigns, mais l'essentiel était ailleurs, quoi. Il fallait qu'il soit validé, adoubé par la scène du main event qui montre qu'il est capable de faire le job, et de ce point de vue-là, je trouve qu'il l'a fait. Clairement, il a montré qu'il était capable de faire 20 minutes de main event contre le Tribal Chief et de sortir de là largement crédible. Mais j'ai pas vu ce petit extra push qui me fait me dire putain, il sort de là et c'est vraiment une méga star, quoi. Je trouve qu'il a manqué ça, et pour autant j'avais été assez sympa. Avant le match, je sais qu'on avait discuté avec Ringside qui avait ses inquiétudes, et à juste titre peut-être manifestement, mais moi j'ai dit que je trouve que s'il y a une force qu'il a, Roman Reigns, quand même, c'est qu'il sait quand même beaucoup donner à ses adversaires. Et vendre vraiment comme un... En fait, donner, c'est à la fois, chez Roman Reigns, c'est à la fois déjà extrêmement bien vendre, mais c'est aussi être capable de lui-même de se rabaisser, on va dire, dans le booking en étant très très fort dans le selling, en donnant des grosses périodes de domination à ses adversaires, que ce soit dans les promos ou dans les matchs. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à vraiment mettre en avant ses challengers. Et je sais pas si c'est les bookers, si c'est les producteurs du match, si c'est Triple H, si c'est machin. Je trouve qu'ils en ont peut-être pas fait assez. Il en a manqué un petit peu à mon goût. C'était trop sage. Une petite période de domination. Bon, il y a eu en effet ce BFT qui, d'une certaine manière, avait le compte de 3. Parce que c'est Jimmy Uso qui sauve son chef tribal avec le pied sur la corde. Mais finalement, si tu sors de ça, tu te dis pas, oui... Roman Reigns s'est vraiment passé à un poil de cul. Je trouve qu'il nous a manqué un peu ce feeling. Et contrairement à des défenses de titre qu'il y a pu avoir contre
contre Sami Zayn, contre Kevin Owens, contre d'autres top face qui ont pu se farcir, sur lesquels il n'y avait jamais vraiment eu de suspense, mais il y avait toujours ce petit moment, ce petit frisson, ce petit truc dans le match où t'oublies finalement un peu où t'es et tu te dis putain, est-ce que c'est là, quoi. On a jamais eu ça et je trouve que c'est un peu dommage parce que il y avait plein d'occasions de le faire et voilà. C'est peut-être ça qui m'a manqué, ouais. Ouais, bah ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pareil, voilà, match solide, LA Knight qui valide sa position finalement dans la carte, mais sans dépasser, quoi, sans voir le petit truc en plus qui, comme tu l'as dit, aurait mis carrément, enfin voilà, LA Knight sur orbite totale, enfin vraiment genre au-dessus de ce qui. En fait, je suis pas sûr qu'il soit ressorti plus fort qu'il ne l'était en arrivant, quoi. Hein. Ouais, c'est peut-être une bonne façon de voir les choses, en effet, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il arrivait très très fort. Il a magnifiquement fait le travail sur le build-up. Il ressort très très fort, mais c'est tout. Ouais, effectivement. Moi, je disais sur le Discord, hein, rejoignez-nous, j'aurais aimé qu'il perde dans la guillotine. Mais genre vraiment, ça aurait été pas mal, je pense. Hein. Ouais. Peut-être pas la première, mais toi la deuxième, parce qu'on était parti là-dessus, quoi. Quand il y a eu la guillotine, ça m'a rappelé vraiment les premières défenses de Roman Reigns, où il y avait pas encore tout le bordel de la Bloodline, où vraiment il tuait il devenait fou, quoi. C'était une bête sauvage et il devenait complètement un vrai prédateur et tu voilà, tu faisais LA Knight au bout de la 3e ou 4e, voilà, la tête en sang, tout ce que tu veux, et qui s'endort, quoi, dans la guillotine, pas qui abandonne, mais qui s'endort et voilà, qui s'évanouit, pas forcément qui s'endort, mais qui fait une sieste et qui s'évanouit. Ouais, je suis d'accord, ça aurait fait un moment. Avec un truc, visuellement quelque chose de très très fort. Plutôt que visuellement un truc qui ferait qu'on se souviendrait de ce match plus qu'un autre, en fait. Il n'y a pas eu. Ouais, voilà, c'est ça. C'est finalement, alors c'est peut-être la critique qu'on finira par formuler au bout d'un moment à Roman Reigns, qui ce règne interminable, qui je trouve absolument fantastique au demeurant, mais qui peut-être, d'une certaine manière, dans ces matchs, commence à peiner un petit peu à rendre ses défenses de titre peut-être exceptionnelles. Il manque peut-être un petit ingrédient, un petit grain de folie pour faire sortir de ce triptyque match bien carré, ref bump, intervention de la Bloodline et finish un peu screwy là. Peut-être que justement LA Knight était tellement exceptionnel comme adversaire que ça aurait pu être l'occasion de casser les codes un peu et ils ont pas voulu. Ils ont pas voulu. C'est vrai que pour moi, c'était le match où ils pouvaient faire ça. Parce qu'on était sorti de toute cette histoire avec les Sami Zayn, les Kevin Owens et les Cody Rhodes. Et voilà, il y avait plus ce storytelling énorme autour de la Bloodline. On était reparti sur quelque chose de beaucoup plus simple sur le papier. Et visiblement, les bookers n'ont pas osé ou n'ont même pas eu l'idée de retourner à quelque chose de plus classique, mais qui peut devenir plus iconique, du coup, toi. Vraiment redevenir avec... Parce que franchement, les premiers matchs de Roman Reigns, c'était tout à fait iconique dans leur genre. Avec notamment tout ce que tu as dit sur Roman Reigns, sa capacité à faire du selling incroyable, à la fois physique et psychologique pendant ces matchs. Là, j'aurais vraiment aimé quelque chose de beaucoup plus psychologique entre les deux, hein, parce que vraiment, pour moi, c'était ça l'affrontement, c'était vraiment ce poil à gratter là, cette méga star qui vient, qui respecte même pas Roman Reigns. On a encore cette image de LA Knight qui calcule même pas Roman Reigns sur le petit tronc et tout. C'était incroyable. Et tu vois, c'est marrant. Tu fais bien de le rappeler. Je trouve que c'est vraiment ça un peu l'histoire de ce match, c'est que je trouve qu'il y a un vrai décalage entre le build-up qui a été, je trouve pour le coup, assez exceptionnel, dans le sens où LA Knight a fait des choses qu'on n'avait jamais vues. En 1180 jours de règne, personne n'avait jamais fait ça à Roman Reigns de s'asseoir au bout de la table lors de la signature du contrat, de complètement se foutre de sa gueule pendant son entrée et de lui couper sa musique d'entrée, de lui couper la chic au micro plusieurs fois parce que il a fait plus que jeu égal au micro, il a même volé complètement la vedette. Donc le build-up d'une certaine manière a été exceptionnel au sens complètement jamais vu. Mais le match est on ne peut plus convenu finalement, même s'il est de très belle qualité, ça tranche finalement avec ce qu'on aurait pu être en droit d'attendre, on va dire, de ce happening un peu avec LA Knight. C'est un peu un rendez-vous manqué d'une certaine manière. Ouais. Bon, peut-être que les deux hommes se recroiseront, on ne sait pas. Il y a avoir un ticket pour avoir un match contre Roman Reigns, ça coûte cher. Mais voilà.
un main event malgré tout très solide et surtout un pay-per-view très très long, 8 matchs. C'est l'heure du mot de la fin, mon bon Giscal. Arriveras-tu à placer un top, un flop et une note pour cet événement Crown Jewel le 4 novembre à Riyad dans une petite salle des fêtes, la salle des fêtes de Riyad? La salle des fêtes de Riyad, exactement. Bah écoute, ouais, le flop, bah voilà, tu vois, ça fait une bonne transition. Le flop, je vais le donner. C'est pas tous les jours, hein, mais ouais, à la production. Alors, la production, non, ce serait un petit peu sévère parce que, enfin, le show, d'une certaine manière, était bien produit. Mais ouais, cette ambiance, cette salle, c'est clairement ça a joué, hein, le public en courant alternatif, cette petite salle finalement. Ouais, c'était d'une certaine manière, ouais, une déception un petit peu. Quand j'ai branché ma télé, d'ailleurs on a ouvert l'analyse comme ça. Moi, ça m'a mis un petit coup, derrière la caboche d'entrée de jeu. Donc, écoute, ça pourrait être un flop. Bon, il y en a d'autres, mais on les a déjà analysés. Et puis, bah mon top, à qui je vais le donner mon top? Écoute, j'ai envie de le donner, moi, à notre ami Ellen Knight quand même pour finir sur ce match. J'ai quand même envie de lui donner parce que bah écoute, de tous les acteurs, en tout cas de toutes les parties prenantes de ce match, que ce soit les producteurs, les bookers, les machins, enfin bah c'est clairement pas lui en tout cas qui a loupé le coche. Il a plus fait que le job. Je pense qu'il a fini enfin en tout cas moi, il avait fini de me convaincre, mais j'espère que c'est le cas maintenant pour le plus grand nombre, et il a fini de convaincre qu'il avait largement sa place au sommet de la hiérarchie de la WWE. Et donc bah ouais, je trouve qu'il a fait une prestation de bonhomme, malheureusement pas sublimée par des idées, des tentatives, des expériences, des bookers, mais écoute, c'est la vie. Et globalement, c'est un petit peu le sentiment qui prédomine sur ce pay-per-view. C'est un pay-per-view un petit peu sans idée, j'ai trouvé, qui est assez compliqué à noter, puisque il n'y a pas eu de mauvais match. Il y a même eu globalement 8 gros matchs. C'est assez rare pour le souligner, mais on a une homogénéité, je trouve, quand même dans les matchs qui étaient assez impressionnants. C'est-à-dire qu'il y a jamais un moment où je me suis dit mais qu'est-ce que ce match fout sur la carte. Yosuke, Bianca Belair, je m'en suis foutu un petit peu, mais bon, ça restait tout à fait correct. C'est légitime, qu'il soit là quand même. Oui, bien sûr. Mais voilà, beaucoup de gros matchs, du catch de très haute qualité, et pourtant je ne sors pas de Crown Jewel avec des souvenirs plein les yeux, des paillettes, un moment de folie, des moments où je me suis pris la tête à deux mains. Il y a rien eu de tout ça en fait. Donc paradoxalement, j'ai vu un très très beau show de catch, mais je sais pas si j'ai vu un très beau PLE WWE comme je les aime. Donc je sais pas noter ça. Je n'ai pas les outils mentaux. J'ai pas les outils. Mon cerveau ne sait pas faire. Non, peut-être. Bah, écoute, je sais pas. Peut-être que ça vaut la moyenne un pay-per-view comme ça. Je sais pas. 2,5 peut-être. Ouais. Bah, ça peut. Ça dépend comment tu juges ça, mais j'entends bien. J'entends tout à fait. 2,5 alors. Une fois, deux fois, trois fois. Adjugé. Allez. 2,5 pour Giscal. Mais écoute, de toute façon, moi, je te rejoins sur pas mal de points. Alors, mon flop, moi, j'hésitais un petit peu au début. Je vais donner à l'ordre de la carte, qui m'a perturbé. Et puis, mais il y a aussi beaucoup de, ouais, c'est le manque de, ouais, tu t'as dit, finalement, ça rejoint ce que tu as dit, le manque d'idées. Je veux dire, les choses n'étaient pas vraiment peaufinées. Tout manquait d'une deuxième passe, quoi. J'ai l'impression que tous les matchs manquaient d'un dernier petit coup d'œil où un mec dit, mais attends, on s'est un peu chier là quand même, toi, l'opener. Ah oui, il perd comme ça, Drew McIntyre. Ouais, c'est ça. Ouais, l'impression que personne n'a relu, quoi. Ouais. Je me dis, mais attends, il y a peut-être, il y a un peu trop de trucs convenus quand même. Ouais, c'est ça. Et puis après, un mec qui dit, bah attends, c'est le Priest après qu'il n'y ait plus aucun enjeu pour la soirée, ça c'est pas toi. Et puis ouais, t'es sûr là le retour de Kairi Sen en Arabie Saoudite là? Ouais, ok. Et puis là, LA Knight, il gagnerait pas. Non mais toi, il y avait ce côté très simple, très sans idée comme tu l'as dit. Donc c'est ça moi qui me manque un petit peu. Je le mets au booker, à ces mecs qui doivent avoir les bonnes idées au booker. Mon top. Et ben écoute, je vais donner un double top. Je vais donner un double top parce que c'est un double top que je pensais pas forcément donner. Je vais le donner
au Fatal 5-Way. Voilà. Parce que tu l'as donné à LA Knight, c'est très bien, il le mérite, pas de problème. Je vais te donner au Fatal 5-Way féminin qui a vraiment été à la hauteur du booking, bouffé d'air frais dans la division féminine. Et surtout, je vais le donner à Solo Sikoa et à cette séquence de Spike sur John Cena que j'ai trouvé incroyable. Voilà. C'est presque la seule image qui me restera de ce pay-per-view, en fait. Le spiking de Solo sur John. Ma note, ouais. Ton 2,5 est pas mal. Un petit peu, je vais être à 2,75. Je reste content parce que tout était propre, mais déçu de pas avoir été un peu secoué, quoi. Hein, d'avoir été un petit peu secoué. On est très très loin du fameux WrestleMania d'automne, hein, comme on disait au début en introduction. La folie de l'Arabie Saoudite. On en est très loin. Ouais, on est passé un petit peu à côté, et le fait qu'on soit dans une petite salle était peut-être un signe, hein, un signe de que ce soir n'allait pas être un soir exceptionnel. Ouais. Pardon. J'allais faire un enchaînement sur les concours de pronos et du coup, je sais pas, quelqu'un m'a acheté un sort, c'est sûrement Papy qui a encore oublié de voter et puis qui m'en veut. Écoute, on a eu un champion pour sur ce PLE, un roll-up catch-up champion, donc quelqu'un qui est seul tout en haut avec tout simplement un perfect. Et ouais, fallait le faire un perfect quand même, hein, parce que c'était pas forcément facile à pronostiquer ce pay-per-view. C'est Zakou, c'est Zach. Zach, 19 points. Voilà, il a répondu bon à tous les matchs. Et puis derrière, voilà, il y a eu quelques personnes, voilà, les Gwen, les Jules, un peu toujours les mêmes là qu'on retrouve, hein, Shetty, Ludu, je sais pas qui c'est, je l'ai jamais vu. Ah ben si, Ludu. C'est quelqu'un qui pronostique plutôt bien visiblement, et Rome. Voilà, tout ce beau monde là qui a fait une belle soirée, une belle session. Au général, pas de changement, Gwen est toujours en tête, il va falloir le chercher. Il a 100 points, Jules a 93 points, et Zach, du coup, qui remonte, hein, qui grappille, monte sur le podium avec 89 points. Giscal, tu es 6e avec 85 points. Ouais. Donc tu peux te battre pour être sur le podium, mais à mon avis, ça n'ira pas plus loin. Hein. Ça va être chaud pour aller tout en haut. Là. Il reste plus beaucoup de pay-per-view. Hein. Une vraie déception. Il nous reste quoi? Les Survivors, le Rumble, Elimination Chamber. Il y a toujours le Rumble, mais bon, ça va tenir ça va tenir du miracle là. En tout cas, félicitations à notre champion Zach, champion de session. N'hésitez pas à nous rejoindre à n'importe quel moment sur notre concours de pronos. Allez, Catch Up, je vous rappelle que c'est le podcast qui analyse tous les shows de la WWE. Vous nous retrouvez chaque semaine, c'est gratuit sur les bonnes plateformes de podcast. On est également sur les réseaux sociaux avec Twitter, Facebook, Instagram, Catch Up CDC. Le lien vers notre Discord est dans la description. Merci Giscal pour cette méga analyse. On avait quand même 8 matchs en fait, 8 matchs mine de rien à analyser ce soir à Riyad. C'était vraiment sympa, même s'il y a pas eu beaucoup de surprises. Voilà, c'était toi et moi face à un pay-per-view sans surprise. Voilà, classique en charentaise. Oui, voilà, un pay-per-view en charentaise, exactement. Papy Triple H était sorti là, il nous a ficelé son petit truc. Il s'est dit allez, je vais passer à autre chose, en espérant qu'il retrouve le mojo pour les Survivor Series. Ouais, alors le mojo, pas Mojo Rally, attention, le mojo, la boîte à idées, hein, la boîte à idées. Bien sûr. Allez, on vous souhaite évidemment d'ici là à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Allez, ciao tout le monde. Je bois une petite lichotte de café.